Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons parler du postpartum. Vous avez été très nombreuses à me poser des questions à ce sujet et c'est comme ça qu'on a choisi ensemble cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de tout ce qu'il y a sur ce tableau. J'ai fait exprès de le résumer et bien évidemment, je vous enverrai tout ce que j'ai écrit sur ce tableau dans un petit fichier à part que vous pourrez retrouver dans la discussion. Donc on va parler de qu'est-ce qui se passe dans le postpartum immédiat. On va parler du baby blues et de la différence avec la dépression du postpartum. Et enfin, je vous ai fait une échelle ici pour vous expliquer la reprise pas à pas de l'activité physique et sportive. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le baby blues et qu'est-ce que c'est que la dépression du postpartum, comment en parler à votre médecin, à votre sage-femme, à quelqu'un de confiance, comment également en tant que professionnel de santé vous pouvez aborder le sujet avec vos patientes. Et le plus important selon moi est de savoir que ça existe et qu'il faut en parler. On parlera également du rapport au corps en lien avec la dépression du postpartum, de comment et quand entre guillemets, retrouver son corps. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça comme ça. On va également parler de la sensation de vide dans le ventre qui est très fréquente dans cette période du postpartum. Avant de commencer, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, le plus important dans le postpartum, c'est de s'y préparer en amont. Ça veut dire que déjà, pendant même la période où vous avez envie de devenir parent, où vous avez envie d'avoir un enfant, et surtout pendant la grossesse, je vous recommande de préparer votre postpartum. Préparer son postpartum, c'est d'abord s'informer sur son postpartum. Dans le cercle des femmes, vous avez remarqué que les vidéos sont organisées en 3 parties. La période prénatale, la période postnatale et la période bébé. Et je fais vraiment exprès de laisser ces 3 parties disponibles à toutes celles qui rejoignent le cercle des femmes parce que j'estime finalement que c'est très important de, même au moment où vous êtes enceinte, de vous informer sur votre postpartum et de vous informer aussi sur comment vous allez accueillir votre bébé, comment vous allez pouvoir prévenir les coliques, les reflux, comment vous allez pouvoir le masser, comment vous allez pouvoir le porter, qu'est-ce que c'est que sa motricité et son développement moteur. Finalement, pendant la grossesse, on a quand même plus de temps que dans le postpartum. Alors certes, pendant la grossesse, il y a toute une période où vous travaillez encore, mais pendant cette période où vous travaillez encore, vous êtes encore vous et vous seul, bien évidemment si vous n'avez pas un aîné, et vous avez votre rythme à vous, où vous pouvez encore vous garder du temps et vous consacrer des heures à vraiment dédier à étudier votre grossesse, votre postpartum et l'arrivée de votre bébé. Pour résumer, le postpartum, il faut s'y préparer déjà psychologiquement, c'est cette première partie que je viens de vous expliquer. S'y préparer psychologiquement, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans le postpartum, apprendre qu'est-ce qui va se passer en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, en lisant des livres. Il y a bien évidemment plein de contenus sur le postpartum, en sachant aussi l'arrivée du bébé, comment la préparer, parce que c'est préparer votre postpartum vous, mais préparer aussi l'arrivée du bébé et comment prendre soin de votre bébé, quels besoins il va demander, comment reconnaître certains pleurs, certaines douleurs, certains problèmes que peut peut-être exprimer votre bébé. Ça aussi, c'est préparer son postpartum. Parce que en sachant tout ça, en connaissant des choses toutes bêtes sur les douleurs, la motricité ou voilà, certaines spécificités que peut présenter votre bébé, vous allez prévenir un petit peu la surcharge mentale qui arrive dans le postpartum. Et ça, vraiment, c'est ce que j'appelle toute la préparation psychologique au postpartum. Et ensuite, il y a la préparation physique, parce qu'il va y avoir tout le côté physique. Et vous allez voir que le postpartum, c'est un peu toute cette balance entre le psychologique et le physique. Et préparer son postpartum physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se préparer aussi physiquement à son accouchement. Je pense qu'un postpartum est mieux vécu physiquement chez une femme qui a accouché et qui n'a pas eu de déchirure, qui n'a pas de diastasis et qui a une meilleure condition physique sans trop de douleur dans le dos, sans trop de douleur dans les jambes, avec une bonne circulation, qu'une femme qui a
des blessures, qui a des douleurs dorsales, qui a une mauvaise circulation et qui a une mauvaise condition physique parce que finalement elle n'a pas pu ou pas su maintenir cette activité physique pendant sa grossesse. Donc ça, sur le plan physique, c'est vraiment quelque chose à mettre en place de votre côté. C'est pas vraiment quelque chose qui va s'apprendre, qui va se lire ou qui va s'écouter. C'est vraiment rentrer dans l'action et vraiment aller voir soit des coachs qui sont spécialisés dans l'accompagnement des femmes enceintes, soit tout simplement, et selon moi c'est le plus adapté, aller voir des kinés qui sont spécialisés dans l'accompagnement de l'activité physique adaptée de la femme enceinte ou même voir d'autres patients. Je pense qu'à ce stade, n'importe quel kiné peut accompagner des femmes enceintes dans le maintien d'une activité physique adaptée. Après, pour tout ce qui va être de la préparation physique à l'accouchement avec le travail du souffle, la préparation du périnée et les étirements, les postures globales à faire pour préparer l'accouchement, là il faut mieux aller voir un kiné qui est spécialisé en périnatalité. Mais vraiment pour le maintien de l'activité physique, vous pouvez très bien le faire seul en faisant des activités physiques adaptées comme par exemple la natation, le yoga. Pour moi, ce sont vraiment les deux activités principales qui sont les mieux adaptées à la femme enceinte. Évitez de démarrer un sport pendant votre grossesse. Continuez à pratiquer les sports que vous avez l'habitude de pratiquer si vous n'avez pas de symptômes. Et si vous avez des symptômes qui vous gênent, surtout n'hésitez pas à consulter. La profession la plus adaptée à ce problème, c'est vraiment le kinésithérapeute, c'est vraiment le spécialiste du mouvement qui saura vous conseiller sur quelle activité poursuivre, voire même vous guider dans des exercices un peu plus spécifiques à réaliser en cabinet ou chez vous à la maison. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de très très important à dire dans la préparation du postpartum, c'est de vous parler de la liste de naissance. Parce qu'en fait, j'entends souvent, et ça c'est vraiment quelque chose de très fréquent, on me pose des questions dans les listes de naissance toujours axé sur le bébé. Alors j'entends bien que le bébé va avoir besoin de beaucoup de choses et c'est un petit peu aussi récurrent et un peu une tradition en France de faire une liste de naissance avec des cadeaux pour le bébé. Moi j'ai envie de vous dire que la liste de naissance, elle doit en priorité prendre soin de la maman. Pourquoi? Parce que si la maman se sent bien, si la maman est bien, le bébé dans les premiers mois, il a juste besoin de sa maman et de son papa en fait. Il n'a pas besoin des doudous, il n'a pas besoin d'une super baignoire, il n'a pas besoin de 50 000 pyjamas ou voilà, il n'a même pas besoin d'un transat. En fait, vous pouvez simplement l'installer sur une couverture au sol ou dans vos bras. À la limite, vous pouvez demander une écharpe ou un porte-bébé, ça c'est intéressant. Mais sinon, je voudrais vous donner quelques idées que vous pouvez mettre dans votre liste de naissance pour vous aider dans votre postpartum. Il existe par exemple des entreprises qui livrent des repas, et d'ailleurs des repas qui sont équilibrés et qui sont spécifiques au postpartum pour vous donner les nutriments et les aliments nécessaires et qui faciliteront votre postpartum. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée selon moi à mettre dans la liste de naissance. Ensuite, j'avais pensé aussi à demander soit à des personnes de confiance, soit aux grands-parents de venir et de garder le bébé quelques heures, soit pour que la femme prenne du temps pour elle, pour retrouver son corps de femme, pour aller faire un soin, pour aller prendre soin d'elle tout simplement, soit pour se reposer, soit pour aller passer aussi du temps en couple, parce que vous savez que le postpartum, c'est aussi une période difficile et une grande vague à vivre pour le couple. Du coup, je pense que c'est très important de garder aussi un petit temps à deux en couple, et pour ça, je pense que c'est important de demander à des personnes de confiance ou à votre famille de venir passer des petits temps à la maison, et je suis sûre qu'ils seront ravis de venir profiter du nouveau-né. Ensuite, en autre cadeau, tout simplement demander des soins pour la femme. Ça peut être le soin Rebozo qui est très connu maintenant aujourd'hui, qui est assez onéreux parce que c'est un soin qui dure 4 heures, qui est fait à deux, mais c'est un soin qui est vraiment extraordinaire, je pense, pour les femmes en postpartum. Toutes les femmes devraient avoir un soin Rebozo en postpartum,
Et enfin, vous pouvez aussi demander des heures de ménage ou des heures d'aide à domicile pour vous soulager de ces tâches que finalement la femme, pour moi, ne devrait pas avoir à faire en postpartum. Et souvent, j'entends dire, oui, mais ça peut être le conjoint qui fait les tâches ménagères. Oui, c'est possible, mais je le répète, c'est aussi important de passer du temps en famille et aussi du temps à deux. Donc avoir une personne tierce qui puisse venir faire quelques heures de ménage, de repassage, ranger le linge, ranger un peu la maison, ça permet au couple aussi de se retrouver dans des moments plus facilement. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la période du postpartum immédiat. Alors qu'est-ce que c'est que le postpartum immédiat? C'est les 6 premières semaines après l'accouchement. Et là, en fait, c'est vraiment une période où il y a beaucoup de choses qui se jouent parce que vous allez voir, je vous ai un petit peu tout noté ici. 6 semaines, c'est vraiment, en fait, c'est la période de cicatrisation du corps. La peau, les tissus, les muqueuses mettent 6 semaines à cicatriser. Donc, en fait, les 6 premières semaines postpartum, qui est le postpartum immédiat, c'est vraiment la période de la cicatrisation du corps où le corps va globalement retrouver, je dirais un petit peu, voilà, de manière grossière, à peu près sa taille initiale. Voilà, ça c'est une question qui m'avait été posée. Comment et quand le corps va retrouver sa forme initiale? On ne peut pas dire que le corps retrouvera parfaitement et vraiment de manière identique sa forme initiale. D'ailleurs, tout au long de la vie, le corps change et particulièrement pendant la grossesse. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir retrouver son corps d'avant, mais plutôt de vouloir retrouver un corps dans lequel on est bien, à l'aise, un corps avec lequel on est en accord finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans les 6 premières semaines après l'accouchement? Principalement, la première chose qui va arriver, c'est la chute d'œstrogène. En fait, quand le bébé est dans le ventre, il va produire énormément d'œstrogène qui va libérer forcément déjà dans son corps, mais du coup aussi dans le corps de la maman. Et en fait, quand le bébé va naître, eh bien, il garde en fait ce potentiel de création d'œstrogène et donc il y a une énorme chute d'œstrogène dans le corps de la femme, ce qui va avoir un gros impact sur le moral de la femme. La chute en oestrogène, c'est un petit peu un syndrome prémenstruel puissance 1000. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les 6 premières semaines postpartum, le moral de la femme est vraiment très fluctuant. Il peut y avoir des moments très bien, mais des moments très bas. Une sensation d'être à fleur de peau, un peu de tristesse. Mais ça, il faut considérer que c'est normal. On parlera du baby blues et de la dépression postpartum juste après. Il faut savoir que voilà, la fluctuation d'humeur, de la fatigue, etc., c'est lié à la chute d'œstrogène et c'est tout à fait normal. Ensuite, ce qu'on va ressentir, c'est les tranchées. Les tranchées, en fait, c'est les contractions de l'utérus qui vont permettre à l'utérus de retrouver sa taille initiale. Donc, c'est plus ou moins intense selon les femmes. C'est toujours présent. Chez toutes les femmes, il va y avoir l'utérus qui va se contracter pour retrouver sa taille initiale. Vous pouvez diminuer ces sensations si c'est vraiment très douloureux par l'allaitement, si vous allaitez. L'allaitement diminue les douleurs liées aux tranchées et ou avec la tisane de framboisier. Voilà, la tisane de framboisier va diminuer ces douleurs de contraction de l'utérus. Et donc, tout ça va permettre à l'utérus de retrouver sa taille initiale. Et il faut savoir que l'utérus va passer de 1,5 kg à 70 grammes en une semaine. Donc c'est énorme. Donc pour pouvoir passer d'une taille à l'autre, il faut qu'il arrive à se recontracter. Et donc ça se fait en 7 jours. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme qui se passe dans le corps. Et ensuite, il va retrouver sa taille initiale jusqu'à 3 mois postpartum. Et j'aime bien insister là-dessus. Sa taille initiale, c'est à peu près 50 grammes. Et il faut quand même 3 mois. Donc il y a une énorme contraction qui se fait de 1,5 kg à 70 grammes dans la première semaine. Mais mine de rien, il ne retrouvera sa vraie forme initiale qu'en 3 mois. Et ça, c'est quand même... Il faut vraiment que vous l'ayez en tête parce que y a des femmes dès 1 mois postpartum qui me disent oui mais alors moi je vais reprendre le sport, je vais me remettre à faire tous mes sports comme je faisais avant et je leur dis souvent vous savez il vous a fallu 9 mois pour concevoir un bébé
ayez en tête qu'il va vous falloir quasiment 9 mois pour retrouver votre corps. C'est comme moi, mon corps d'aujourd'hui, c'est pas mon corps d'hier. Peut-être que je vais avoir le ventre plus gonflé parce que je vais avoir mes règles, ou peut-être qu'au contraire, ma poitrine va diminuer parce que je viens d'avoir mes règles. Le corps, il est en fluctuation permanente. On prend du poids, on perd du poids, on a la peau qui est plus grasse en fonction de notre situation dans notre cycle. Enfin voilà, ça fluctue. Et dans la vie aussi, ça fluctue. Et je pense qu'après une grossesse, il faut vraiment, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais il ne faut pas chercher à retrouver son corps d'avant et pas aussi chercher à tout de suite du coup vouloir retrouver ses activités d'avant. Il faut comprendre qu'il faut aussi changer ses activités. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut 3 mois à votre utérus pour retrouver sa taille initiale et que c'est très long et qu'il faut laisser le temps à votre corps aussi de retrouver sa taille initiale. Donc tout ça, le fait que l'utérus mette quand même tout ce temps à retrouver sa taille initiale va créer en fait un peu une sensation de vide dans votre ventre, et ça il y a beaucoup de femmes qui le décrivent, c'est normal. Il y a des postures qui permettent de diminuer la sensation de vide dans le ventre de la femme en postpartum. Ensuite, la vulve, vous savez, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres, c'est toute la partie externe de l'appareil génital féminin. Va mettre à peu près 1 semaine à diminuer en œdème et à retrouver sa taille initiale. Le vagin, qui est le conduit qui va aller de la vulve jusqu'au col de l'utérus, lui aussi, il va mettre 1 semaine à retrouver sa taille initiale. Il est peut-être un petit peu œdémacié, un petit peu gonflé, un petit peu étiré par rapport à sa taille initiale. Il va mettre 1 semaine à revenir à sa taille. Et enfin, on va aussi parler du périnée. Alors le périnée, c'est un peu plus long parce que le périnée, c'est plutôt un tissu musculaire. Et lui, il va mettre 6 semaines. Ça vous parle encore, vous allez voir qu'on va beaucoup parler de 6 semaines. Donc si tout va bien, s'il n'y a pas eu de déchirure ou qu'elle a vraiment été minime, 1 ou 2 points, le périnée va mettre environ 6 semaines à retrouver sa tonicité et sa contractilité normale. Mais ça peut aller jusqu'à 3 à 6 mois en fonction des déchirures et des atteintes du périnée qu'il y a pu y avoir. Donc ça, il faut vraiment se laisser le temps et ne pas hésiter, j'en reparlerai en postpartum, à se réentraîner, à contracter son périnée de manière volontaire pour retrouver ces contractions volontaires, cette contractilité volontaire du périnée et ne pas le mettre en difficulté trop vite. On va en parler un petit peu plus tard. Donc je vous ai aussi noté que s'il y a eu des blessures, donc des déchirures, des épisiotomies, il faut en moyenne 6 semaines pour qu'elles cicatrisent. C'est un peu comme la cicatrice d'une césarienne ou comme n'importe quelle cicatrice. Il faut à peu près 6 semaines pour qu'on enlève soit l'ensemble des fils, soit l'ensemble des agrafes, et qu'en tout cas on enlève le pansement et que les couches tissulaires se soient cicatrisées entre elles. Bien sûr, la cicatrisation totale prend beaucoup plus de temps, mais je dirais que la première grosse cicatrisation pour les tissus, elle prend 6 semaines. Ensuite, on va parler aussi des hémorroïdes, parce que les hémorroïdes, c'est quelque chose qui est très fréquent en postpartum. On me pose très souvent la question de comment faire, quoi faire. Alors, les hémorroïdes, pour éviter qu'elles se développent et favoriser leur cicatrisation, il va falloir diminuer les pressions que vous mettez sur votre périnée. Donc, il va falloir éviter de trop marcher, éviter tout ce qui va créer de l'impact, éviter tout ce qui va demander en fait à votre périnée de se contracter tout le temps et rester au repos. Évitez de trop porter votre bébé ou évitez de porter des charges. Faites-les porter par des personnes qui peuvent le faire à ce moment-là, mais pas par vous pendant ces 6 premières semaines pour permettre la cicatrisation. Et tant que la cicatrisation elle n'est pas là et que vous avez des douleurs et que vos hémorroïdes sont toujours présentes, évitez de mettre de la pression sur votre périnée. Vous pouvez aussi ajouter des compresses d'amamélis florale. Donc l'amamélis florale, c'est une décoction en fait qui peut s'acheter chez des herboristes ou en pharmacie. Et vous pouvez faire des compresses. Donc vous faites baigner une compresse ou un gant dans cette préparation. Et vous pouvez vous l'appliquer sur le périnée, sur l'anus, pour diminuer l'œdème et favoriser la cicatrisation. Et enfin, un autre mot qui est présent en postpartum, c'est la constipation. Alors la constipation, il y a plein de choses à mettre en place. Je vous ai fait la petite liste en dessous.
Donc pour diminuer la constipation, parce qu'en fait quand vous allez diminuer la constipation, vous allez aussi diminuer vos hémorroïdes. Sinon c'est un cercle vicieux, plus vous êtes constipé, plus vous avez des hémorroïdes. Donc il faut casser ce cercle vicieux déjà en diminuant la constipation. Il faut manger suffisamment de fibres, donc avoir une alimentation adaptée. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet sur l'alimentation, on pourra faire un petit guide un peu plus spécifique à ce sujet. Donc avoir une alimentation suffisamment riche en fibres, boire beaucoup d'eau. J'insiste là-dessus en postpartum, surtout chez les femmes qui allaitent. Il faut vraiment boire 2 voire 3 fois plus parce qu'en allaitant, vous donnez énormément d'eau à votre bébé et donc ça peut créer des constipations. Il faut aussi vous masser régulièrement le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vraiment, j'ai fait une vidéo sur le massage du ventre que vous avez à disposition dans le cercle des femmes. Donc je vous invite à la regarder. Vous verrez, ça marche vraiment très très bien pour les constipations. Et enfin, au niveau des toilettes, il faut relever vos genoux au-dessus de votre bassin. Donc il faut mettre un petit marchepied aux toilettes. Ça relâche en fait un ligament au niveau du canal anal pour permettre un passage beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide des selles. Et donc ça vraiment, le fait de relever les genoux, ça aide énormément pour éviter les constipations. Voilà mes premiers conseils que j'ai à vous donner pour votre postpartum immédiat. Alors ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu du baby blues. Alors le baby blues, il faut savoir que ça touche 50 à 80% des femmes qui viennent d'accoucher. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que quasiment toutes les femmes vont avoir un baby blues, mais il y a plein de choses à mettre en place et vous allez voir que c'est pas censé durer longtemps. En général, ça apparaît à peu près 48 à 72 heures après l'accouchement et c'est lié à la chute d'hormones, je vous en parlais tout à l'heure, et notamment la chute d'œstrogène et en lien aussi avec la fatigue et l'hypervigilance. Parce qu'en fait, quand on vient d'accoucher, on devient totalement hypervigilante, donc on a un sommeil, et je parle surtout pour les femmes et les jeunes mamans, du coup, elles ont un sommeil beaucoup plus haché, mais aussi beaucoup plus léger. Elles vont être réveillées par le moindre bruit de leur bébé. Leur bébé qui respire peut les réveiller. Donc cette hypervigilance va entraîner de la fatigue et va favoriser la survenue du baby blues. Alors les solutions, elles sont là et vous voyez, il y en a beaucoup. Le baby blues, c'est censé durer 2 semaines maximum. Il ne faut pas que ça dure plus longtemps parce que sinon, vous verrez que c'est plutôt une dépression du postpartum. En fait, il faut essayer de se reposer au maximum avec son bébé. Ça, c'est un petit peu le secret qu'on essaye de diffuser. Quand votre bébé dort, il faut dormir avec lui. Pendant les 3-4 premières semaines, il faut vraiment essayer de faire ça et de laisser, et c'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais d'aide ménagère, d'aide à la maison, parce qu'en fait, il faut vraiment que vous laissiez toutes vos tâches de côté, que vous vous occupiez que de votre bébé, et que quand votre bébé dort, vous aussi vous dormez et au contraire, vous ne vous en servez pas de ce temps pour aller faire le ménage, ranger votre maison et faire tout ce que vous voulez faire. Non, il faut vous reposer. Il faut aussi pouvoir se laisser la possibilité de laisser votre bébé à une personne de confiance, à votre conjoint, aux grands-parents, pour aussi pouvoir trouver du temps rien que pour vous. Prendre un bain, vous reposer, prendre soin de votre corps. C'est vraiment important que vous ayez un petit moment chaque semaine, rien que pour vous retrouver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va diminuer la survenue du baby blues. Il faut du coup dans le même esprit être entouré et ou demander de l'aide. Pourquoi j'ai dit et ou? Parce qu'en fait, en général, les personnes qui sont entourées par leur famille, par leurs amis, elles n'ont pas de difficulté à demander de l'aide et pas de difficulté à laisser leur bébé un petit peu à des personnes de confiance pour prendre du temps pour elles. Par contre, les personnes qui sont peu entourées vont avoir du mal justement à faire ça. Et dans ce cas-là, moi je dis qu'il faut pas hésiter à aller demander de l'aide à l'extérieur. Il faut savoir lâcher prise à ce niveau-là parce que il faut absolument, c'est vital pour vous, tout comme c'est vital pour votre bébé de vous avoir en bonne santé et que vous puissiez vous occuper de lui et lui donner de l'amour. À côté de ça, il faut que vous puissiez aussi vous-même vous donner de l'amour et prendre soin de vous. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à un entourage proche, à des personnes formées pour garder votre bébé et que vous puissiez garder du temps pour vous.
Alors il y a un numéro de téléphone que je vous mettrai en commentaire qui s'appelle Allo parents bébés, qui est une écoute anonyme des parents d'enfants jusqu'à 3 ans, qui permet aussi de parler de manière anonyme à quelqu'un pour avoir des conseils ou simplement vider son sac, vider son esprit si on en a besoin. Vous pouvez aussi tout simplement parler à votre médecin, à votre sage-femme ou à votre kiné ou à un psychologue bien évidemment, mais si je sais que parfois, par expérience, le fait d'aller chez un psychologue, ça demande une certaine démarche. Si ça vous fait peur ou si vous vous en sentez pas capable ou si tout simplement vous n'avez pas le temps, quand vous allez à votre consultation de sage-femme ou à votre consultation de kiné, essayez et en tout cas, n'hésitez pas à lui en parler. Et là, je vais faire la petite aparté parce qu'il y avait une question très intéressante du kiné dans le cercle des femmes qui disait comment aborder ce sujet sans faire peur, mais tout en montrant que ça existe. Alors, je pense qu'on peut le faire à ce moment-là. Et moi, en général, c'est souvent à ce moment-là que ça arrive. C'est-à-dire, c'est quand je vois qu'une femme, pendant son bilan, va me raconter que son accouchement a été difficile, qu'aujourd'hui, elle est fatiguée parce que je vais poser les bonnes questions, mais sous forme de mon bilan postpartum. Vous voyez, l'air de rien, dans mon bilan de kiné postpartum, je vais avoir des petites questions. Comment vous dormez ? Comment vous mangez, ça se passe comment les nuits. Et là, je vais voir un petit peu si la femme, elle est dépassée. Et ça se voit très facilement si une femme a un baby blues. En fait, si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. C'est soit vous sentez que la femme, elle est bien, ça va, voilà, ça va. Soit vous avez un petit doute et là, en général, on ne se trompe pas, c'est qu'il y a un petit baby blues dans l'air. Et bien dans ce cas-là, moi je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement dire, vous savez, le baby blues, ça touche 50 à 80% des femmes en postpartum. Vous voyez, c'est un truc qui est hyper fréquent et c'est possible que ça vous arrive à vous en ce moment. Donc, sachez que si ça dure plus de 2 semaines, ça peut se transformer en dépression plus longue. Ça s'appelle la dépression du postpartum. Ça touche quand même 20% des femmes. Donc voilà, je vais vous donner des petits tips que vous pouvez mettre en place et donc vous pouvez redire tous ces petits tips que je viens de vous dire pour prendre soin de vous et pour que ça ne dure pas et que ça ne se transforme pas en dépression du postpartum. Et donner une petite carte d'un psychologue, d'une psychologue que vous connaissez bien, qui pourra soutenir. Et au moins la maman, elle aura cette carte. Et surtout, ce que je dis aussi à chaque fois, c'est surtout, on peut en parler, vous voyez, on peut, en général, moi après, si cette femme-là, j'ai eu une petite alerte, à chaque séance, je vais lui redemander des nouvelles, comment ça va les nuits, comment ça se passe, est-ce que vous avez pu laisser votre bébé un peu à quelqu'un à votre famille pour prendre du temps pour vous, est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous, est-ce que vous avez réussi à prendre un bain, et j'essaye, voilà, par des petites choses un petit peu anodines de la vie de tous les jours, voir si la femme elle arrive à sortir de tout ça ou pas. Et après ça peut aussi aller jusqu'à, alors ça m'est jamais arrivé, mais je pense que si ça peut arriver à certains, si vraiment on sent une femme ou un couple vraiment en difficulté, il ne faut pas hésiter à alerter en fait le médecin de famille ou le médecin prescripteur pour vraiment créer une alerte. En fait, moi, ça m'est jamais arrivé jusque-là, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Il vaut mieux parfois en faire trop que pas assez, surtout que ça, c'est des problèmes qui sont assez insidieux. Les femmes ont souvent du mal à en parler parce qu'elles veulent montrer qu'elles assurent, qu'elles ont eu un bébé, que c'est censé quand même être la plus belle période de leur vie, mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est aussi à nous de rappeler à ces femmes qu'on n'est pas des Wonder Woman, on est humaine et parfois on peut avoir besoin d'être aidé et il ne faut pas hésiter à le dire. Donc voilà. Et en dernier, j'ai mis prendre soin de soi. Parce que bon, grâce à tout ça, du coup, si on peut laisser son bébé à une personne de confiance, peut-être du coup à ce moment-là aussi à son conjoint, voilà, et s'entourer de personnes, et il faut arriver à un moment aussi à prendre soin de soi, c'est-à-dire aller prendre un soin, aller prendre un massage, aller à la piscine, aller lire un livre, aller faire quelque chose qu'on a envie de faire, tout simplement 1 heure ou 2 toute seule pour récupérer aussi et renouer avec soi-même et aussi avec son corps. Et ensuite, la dépression du postpartum. Alors, la dépression du postpartum, c'est la suite du baby blues, c'est-à-dire que c'est un baby blues qui dure plus de 2 semaines et qui pourrait avoir tendance donc à durer, voire à s'aggraver.
ça touche 20% des femmes. C'est quand même beaucoup. Et il faut savoir qu'en général, je me répète, mais c'est important, les femmes n'osent pas en parler. Donc il faut essayer, nous, de le détecter et de poser les bonnes questions, comme je viens de vous le dire juste avant. Donc là, pour le coup, la dépression du postpartum, ça va vraiment nécessiter un suivi spécifique et rapproché par une psychothérapie pour vraiment donner des clés et des solutions à la femme à ce moment-là, parce que là, c'est pas juste une petite passade, c'est quelque chose qui dure, qui reste. Donc il faut vraiment un suivi pour donner des solutions à la femme qui est concernée. Les signes, c'est important de reconnaître les signes parce que c'est ça qui va nous dire que la femme, elle a effectivement une dépression du postpartum. Il y a vraiment les plaisirs qui diminuent. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à trouver de plaisir dans rien. Même si elle essaye de prendre du temps pour elle, elle n'y trouve pas de plaisir. Il y a vraiment une... Voilà, tout est un peu terne, gris et il n'y a plus de plaisir. Il y a de la tristesse. Par contre, la tristesse, elle augmente. On sent que c'est des femmes qui sont vraiment à fleur de peau, qui vont avoir la voix qui tremble, la gorge serrée, qui, en parlant de leur accouchement, sont vraiment pas à l'aise. En fait, elles vont en parler très vite et elles n'ont rien à raconter et elles ont limite pas envie d'en parler. Et il y a aussi un signe qui est très important, c'est qu'elles ont des difficultés à s'occuper de leur bébé. C'est-à-dire que voilà, pareil, elles ne prennent pas de plaisir à s'occuper de leur bébé, elles ne prennent pas de plaisir à le prendre dans les bras. On voit, c'est des femmes qui sont un peu détachées de leur bébé et ça se reconnaît. Je pense que quand on suit des femmes en cabinet et en périnatalité, on reconnaît vraiment une femme qui s'oppose un petit peu à cette prise en soin du bébé. Et donc, voilà, ça c'est vraiment des signes assez flagrants. Et donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à orienter la femme vers une personne compétente, un psychologue compétent, et ou à prévenir le médecin de famille. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce trouble de la dépression du postpartum, ça peut arriver à tout moment pendant la première année du postpartum. Donc ça peut même arriver tardivement. C'est important de mettre le doigt dessus. Alors ensuite ici, je vous ai fait une petite échelle pour vous expliquer un petit peu la reprise de l'activité physique et ça correspond un petit peu à la récupération de votre corps parce que ça c'est vraiment une question qui m'a été posée plusieurs fois, comment et quand le corps va récupérer. Donc ça correspond à la reprise du sport. Donc là ici vous avez l'accouchement. Et vous avez le temps qui court, j'ai mis à peu près jusqu'à 6 mois, mais voilà, ça peut durer plus longtemps. Donc on a la période du postpartum immédiat de 0 à 6 semaines, où là, en tant que kiné, quand je prépare les femmes physiquement à l'accouchement, et ça je l'ai dit dans les cours de préparation à l'accouchement, vous allez pouvoir contracter volontairement votre périnée, travailler la respiration active et travailler l'hypopressif doux. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui existe déjà dans le cercle des femmes qui est appelée postpartum immédiat, exercice du postpartum immédiat. Vous pouvez les regarder et vous allez voir tous les exercices que vous allez pouvoir faire à ce niveau-là. C'est déjà très intéressant et ça permet vraiment de bien récupérer avant le début de la rééducation qui va arriver à 6 semaines en postpartum. Donc à 6 semaines en postpartum, en général, il y a une visite chez l'obstétricien ou chez le gynécologue, voire si besoin chez le médecin généraliste qui va contrôler que votre col est bien fermé et que vous allez pouvoir reprendre des activités physiques, mais aussi commencer la rééducation du périnée et la rééducation abdominale. Les deux sont importantes. Il faut vraiment réaliser un bilan du périnée et un bilan de l'abdomen pour voir s'il faut mettre en place une rééducation dans les deux cas. Alors à partir de ce moment-là, si votre col est bien fermé et que votre gynéco vous donne le feu vert, vous pouvez reprendre des activités douces telles que la piscine et le yoga en tout cas dans les 6 semaines et jusqu'à l'infini bien évidemment, mais voilà, en gros c'est la première période, je dirais jusqu'à 3 mois, d'accord? Mais vous pouvez bien évidemment continuer beaucoup plus loin. C'est pour donner à peu près des périodes. Donc piscine et yoga, c'est aussi ce qu'on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant la grossesse. C'est des activités, si on les fait correctement, mais même si vous ne faites pas de la natation en compétition et si vous ne faites pas du yoga pareil de compétition, c'est des activités qui ne peuvent pas vous faire de mal. C'est des activités qui sont douces, où il n'y a pas d'impact, où on travaille au sol, où on engage très peu les abdominaux et normalement on l'engage bien quand c'est bien fait. Essayez de faire des activités en piscine et des activités en yoga adaptées
au postpartum. Ensuite, si tout va bien, et c'est ce que j'ai mis là, si pas de symptômes, à partir de 3 mois, vous pouvez passer à la suite. Alors, à partir de 3 mois, et vous voyez, je l'ai mis au milieu, c'est dans le courant, entre le 2e et le 3e mois. Si tout va bien, vous pouvez passer à l'étape suivante, donc pas de symptômes. L'étape suivante, c'est on rajoute un petit peu de pesanteur et des très légers impacts avec la marche, donc c'est vraiment très léger, mais la marche, il y a quand même déjà des impacts, donc on la rajoute seulement après. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous lever, ça veut dire que vous n'allez pas partir faire 1 heure de marche avant d'avoir déjà mis des activités douces dans vos activités quotidiennes. Donc vous pouvez rajouter la marche, le vélo elliptique. C'est des activités où normalement les impacts restent très limités et bien sûr, il faut surveiller que vous n'ayez pas de symptômes quand vous rajoutez ces activités-là. Parce que si vous avez des symptômes, c'est important de revenir en arrière, de rester à la piscine et au yoga, adapté, je répète, et peut-être de voir en rééducation qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter ces symptômes. Par contre, si vous avez rajouté la marche, le vélo elliptique et que vous n'avez pas de symptômes, et bien là, vous allez pouvoir rajouter les impacts. Vous allez pouvoir rajouter les impacts, donc la course, le saut et reprendre en fait toutes les activités physiques que vous faisiez avant. Et vous voyez, j'ai essayé de mettre des délais, mais j'ai fait exprès de ne pas vraiment en mettre parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important? C'est les symptômes. Ce qui est vraiment important, c'est de pratiquer l'activité pendant 2, 3, 4 semaines environ et de voir si, en faisant cette activité de manière régulière, toutes les semaines, pendant 2, 3, 4 semaines, est-ce qu'il y a des symptômes qui arrivent? D'abord avec simplement la piscine et le yoga, puis en rajoutant marche, vélo elliptique, puis en rajoutant des sports à impact. Si dans tout ça, vous ne présentez pas de symptômes, vous pouvez évoluer de semaine en semaine avec ces activités. Mais à partir du moment où vous sentez une gêne, que ce soit des fuites urinaires, au repos ou à l'effort, que ce soit une lourdeur dans le bas-ventre, que ce soit une douleur, une gêne, il faut revenir à l'étape précédente et en parler à la personne avec qui vous faites votre rééducation pour qu'elle vous explique et qu'elle regarde d'où ça peut venir et qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter cette gêne, cette douleur, cet inconfort. Voilà. Voilà comment vous pouvez reprendre les activités physiques. C'est assez simple et effectivement, je rejoins toutes les personnes qui disaient il n'y a pas vraiment de période prédéfinie dans le postpartum. C'est vrai, il n'y a pas de période comme le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Il faut essayer de sortir de ces petites cases qu'on s'est mis pour la grossesse et au contraire s'écouter et se connecter à son corps pour voir si notre corps est susceptible et prêt de reprendre ses activités physiques. Parce qu'en fait, chaque femme va récupérer différemment et ça dépend de votre génétique déjà, première chose, des activités physiques que vous faisiez avant et de comment vous êtes dans votre corps à ce moment-là, dans ce postpartum-là. Parce que ce postpartum-là n'est pas le postpartum que vous avez peut-être eu avant et ne sera pas les postpartums que vous aurez après. Parce que chaque grossesse est différente et chaque postpartum également.